Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Andrea Schmitzer, je suis vice-doyenne aux affaires professorales, partenariat et innovation à la Faculté des arts et des sciences et professeure au département de chimie. Merci d'être avec nous pour cette discussion sur la biodiversité et tout ce que l'on peut faire pour la protéger. Celle-ci se tient dans le cadre de la série Au carrefour des savoirs, dont l'objectif est de faire dialoguer des collègues de différents horizons sur une thématique d'actualité. Ce soir, nous aborderons, entre autres, les questions suivantes. Quelles sont les grandes causes de l'érosion de la biodiversité? Quelle est la place des communautés locales et des peuples autochtones dans la politique de conservation de la biodiversité? Et quelles sont les solutions à notre portée pour avoir un impact positif sur la biodiversité? Nous sommes très fiers d'avoir avec nous des collègues ayant des expertises variées, l'identité même de notre faculté étant avant tout d'assurer le décloisonnement, je me suis pratiquée 3 fois à dire ce mot, puis j'arrive toujours pas, le décloisonnement du savoir et le croisement de différentes perspectives afin de mieux vous éclairer. J'ai le plaisir de vous présenter tout d'abord Alexandre Baudouin, chargé de cours en gestion de la biodiversité au programme de 2e cycle en environnement et développement durable. Alexandre est également conseiller en biodiversité de l'unité de développement durable de notre université. Il effectue actuellement un doctorat interdisciplinaire en aménagement avec la chaire du paysage de l'Université de Montréal et la chaire d'action en urgence climatique de l'Institut national de recherche scientifique, l'INRS. Ces recherches portent sur l'adaptation des villes au changement climatique par une approche socio-écologique, la création de corridors écologiques urbains et d'infrastructures vertes et leurs impacts sur la santé humaine dans un contexte de changement climatique sont au cœur de cet intérêt. Merci Alexandre d'être avec nous ce soir. À ses côtés se trouve Sandra Anne Binning, professeure agrégée au département de sciences biologiques. Elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'éco-évolution des interactions hôtes-parasites. Ses travaux de recherche portent sur les poissons d'eau douce et leurs parasites dans les lacs du Québec. Elle s'intéresse à la façon dont les poissons et parfois d'autres organismes aquatiques sont affectés par différents facteurs de stress environnementaux tels que le manque d'oxygène, les parasites, les vagues et le débit d'eau fluctuant, ou encore la salinité élevée. Elle effectue principalement ses recherches à la station de biologie des Laurentides de l'Université de Montréal, un laboratoire à ciel ouvert d'enseignement et de recherche dont nous sommes bien fiers et dont on soulignera cette année le 60e anniversaire. Surveillez les activités qui seront organisées. Merci d'être avec nous, Sandra. Nous aurons également le plaisir d'entendre Ingrid Hall, professeure agrégée au département d'anthropologie. Elle s'intéresse à la conservation des cultivars de pommes de terre andines, las papas andinas, et mène des recherches au Pérou. Elle contribue à une réflexion sur les droits bioculturels et souligne l'importance des phénomènes culturels dans la conservation de la biodiversité. Par ailleurs, Ingrid a étudié les espaces de négociation des peuples autochtones et les communautés locales à l'échelle internationale, en menant une ethnographie des rencontres de la Convention sur la diversité biologique. Bienvenue parmi nous, Ingrid. Merci. Et enfin, Chantal Srivastava, journaliste scientifique invitée à la faculté, animera la discussion. Chantal s'est fait connaître à titre de journaliste reporter national à l'émission Les Années-Lumière de 1999 à 2024. Elle continue maintenant d'intervenir dans les émissions de Radio-Canada pour analyser et commenter l'actualité scientifique. Encore une fois, merci beaucoup Chantal d'être avec nous, puis d'être avec nous, avec les panélistes. Bonne soirée tout le monde et une très bonne discussion. Merci beaucoup pour ces bons mots d'introduction. Merci à vous aussi dans la salle d'être là, parce que sans vous, la dernière partie de la soirée, ce serait pas mal moins excitant. Je me tourne déjà vers vous pour vous dire que vous voyez dans la salle qu'il y a 2 micros,
Puis la dernière demi-heure de la rencontre vous est consacrée. Donc, vous êtes invités à venir, après avoir entendu les panélistes, Alexandre, Sandra et Ingrid, nous parler, partager avec nous leur savoir, leurs préoccupations, leurs solutions aussi. Mais on va se tourner vers vous pour que vous puissiez leur poser des questions. Alors, pour ce faire, bien, vous connaissez le principe, vous allez derrière le micro. On est assez rigoureux, c'est ma responsabilité, sur l'horloge. On aime avoir des questions pour en avoir le plus possible, qui sont relativement courtes, ciblées. Il peut y avoir un léger, court préambule, mais pas de très longs commentaires. Bref, vous connaissez le mode d'emploi. Puis, on est là pour répondre à des questions sur la biodiversité. Avec nos panélistes, vous allez avoir un peu une idée d'où on s'en va. Peut-être des angles morts qu'on n'a pas explorés puis qui vous tiennent à cœur. Donc, ça sera le moment de vous manifester. Mais avant d'en arriver là, donc, on va entendre les trois panélistes. Petite précaution d'usage, vous avez vu à l'extérieur une affiche qui vous disait que c'était filmé. C'est parce que la rencontre sera disponible sur une chaîne de l'université. Et donc, il faut que vous sachiez que si vous allez au micro, le corollaire, c'est que vous allez être filmé. On vous demande aussi de fermer vos sonneries cellulaires pour pas que le son nous dérange. Alors, on est prêt tout le monde? On est parti. Première chose, puis là, je me tourne toujours vers celui ou celle qui est juste à côté de moi. Donc, Alexandre, je suis désolée, vous allez briser la glace, mais je suis toujours curieuse de voir pourquoi vous avez accepté cette invitation-là pour venir tenter de répondre à la question « Quoi faire pour préserver la biodiversité? Quelles sont les causes? Quelle est la place des communautés locales, des peuples autochtones dans les politiques de conservation? Quelles sont les solutions à notre portée pour avoir un impact? » Donc, pourquoi vous, Alexandre, êtes-vous ici aujourd'hui pour parler de ça? D'abord, la biodiversité, c'est un peu mon pain et mon beurre. J'ai fait ma vie autour de la biodiversité, donc c'est normal pour moi de dire oui à une demande comme celle-là. Et intimidant de ne pas être professeur sur le panel en même temps. La raison, c'est que je veux toujours en parler davantage. C'est un devoir que je me suis fait il y a quelques années, il y a plusieurs années, de saisir les opportunités et d'en parler toujours. J'adore l'éducation relative à l'environnement. Je pense que c'est très important de profiter de ces occasions-là, échanger. Puis on espère vraiment beaucoup de rétroaction avec vous aussi, parce que le panel va être intéressant si vous y participez de votre côté. Il va être sur mesure pour vous. C'est ce qui m'a amené, moi, à vouloir en parler ce soir, mais ce qui m'a d'abord amené vers la biologie, c'est le contexte dans lequel j'ai grandi. Nouveau développement à Longueuil. J'étais la première maison d'un nouveau développement et j'étais entouré de nature. Donc, j'ai passé mon enfance à Longueuil dans la nature. C'était principalement des cerfs. Il y en a encore là de la nature aujourd'hui? Oui. Mais en fait, non, plus ou moins, c'est ça. J'ai vu les maisons arriver une après l'autre, puis voir cette nature-là disparaître. Puis ça a pris du temps avant que ça mijote dans ma tête, puis je réalise que j'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé, pourquoi ça m'attristait. Il me restait un seul refuge forestier où est-ce que je pouvais me retrouver. Je n'avais besoin. Dans ma carrière ou mes aptitudes universitaires, académiques d'abord, c'était les mathématiques. Puis tout le monde me disait que j'allais devenir actuaire. Et quand c'est arrivé le temps de choisir son domaine, je me suis dit, la chose que je comprends le moins, en fait, c'est ce qui m'entoure. Puis je voyais déjà l'idée que c'était notre maison et qu'on avait besoin de comprendre. C'est ce qui m'a amené vers la biodiversité, qui m'a amené à vouloir en parler. Et par la suite, être vulgarisateur scientifique chez les enfants pendant 10 ans. C'est probablement le plus beau boulot que j'ai fait de ma vie, en fait. Donc, d'être en milieu naturel avec des enfants et d'essayer de répondre à toutes leurs questions et d'être constamment mis à défi avec leurs questions impossibles. Et avec le temps, ces enfants sont devenus des étudiants d'université, puis les questions sont des fois tout aussi impossibles à répondre. Bref, d'arriver ici ce soir, c'est l'esprit dans lequel je suis. Là, donc, transmettre ce que je sais, j'imagine que vous êtes déjà un public averti. J'espère que vous allez repartir avec une ou deux nouvelles idées, peut-être. Vous autres aussi, peut-être, vous espérez ça. Donc, on va lancer ces 10 idées-là ce soir. Bien, merci, Alexandre. Alors, Sandra, votre champ d'expertise, qu'est-ce qui vous amène ici? Qu'est-ce qui vous tient à cœur quand on vous parle à vous de biodiversité? Oui, bien, un peu comme Alexandre, on a tous les deux un parcours en biologie et puis je pense que la discipline de biologie attire beaucoup de personnes qui ont eu une enfance un peu émerveillée par toutes les créatures qu'on peut observer, les plantes autour de nous. Puis c'est un peu ça mon cas aussi. Mes parents sont ici. Et puis je pense que si vous ne me croyez pas, vous pouvez parler avec eux. Ils vont dire que j'étais toujours intéressée par ces petites créatures, par les animaux surtout qu'on pouvait retrouver dans notre cour arrière. Moi, j'ai agrandi de l'autre côté de l'île que toi. Moi, je
je suis plus du Rive-Nord de Rosemère. On avait des espaces un peu plus ouverts, des parcs, des lapins qui courent un peu partout. Et donc ça m'a toujours fascinée et c'est ça qui m'a vraiment amenée vers la recherche en biologie. Et puis aussi, moi maintenant, mes parents, ils ont transmis un peu cet amour de la nature. Et moi, j'ai des enfants maintenant et puis j'essaie de les transmettre aussi le même type d'amour envers la nature. Et puis je pense que ce qui m'a attiré le plus de l'invitation, quand j'ai reçu l'invitation, c'est surtout après une expérience que j'ai eue avec mes enfants. En fait, actuellement, je suis en année sabbatique en Suisse. Là, je suis ici pour courte période de temps, pour une semaine, mais on est en Suisse en ce moment. Puis on a participé avec mes enfants à un écomusée qui se trouve à La Chaux-de-Fonds, pour ceux qui connaissent la Suisse. Et puis, il y avait une exhibition sur la biodiversité. J'ai trouvé ça magnifique, donc j'ai amené mes enfants. On a participé à ça. Et puis, bien sûr, ils parlaient de toutes les espèces qu'on peut trouver en Suisse. C'était vraiment intéressant pour eux. Mes enfants, ils ont 6 et 8 ans, donc vraiment à l'âge où la curiosité commence à les prendre. Mais après qu'on a appris tout sur la biodiversité de la Suisse, il y avait aussi une partie sur la crise de la biodiversité, puis les problèmes qu'on commence à avoir et qu'on voit de plus en plus avec ces petites bêtes. Et puis, ça a vraiment affecté ma fille. Elle a vraiment été marquée par les statistiques qu'on a eues, des statistiques qu'on entend des fois sur les nouvelles aussi nous-mêmes, qu'il y a plus de 70% de la biodiversité sur la planète qui a diminué depuis les années 70, que 50% des récifs coralliens aussi ont diminué depuis les années 50, qu'on est vraiment dans une crise où on voit de 100 à 1000 fois le taux d'extinction d'espèces qu'on voyait dans l'historique, dans le préhistoire. Donc vraiment, ces statistiques-là, ma fille de 6 ans, elle a tout de suite compris que, OK, ça ne va pas, là, c'est quelque chose qui est perturbant, puis ça fait peur. Et en fait, c'est vrai que ça l'a fait peur. Et puis, moi, j'avais un peu le craint que toutes ces statistiques-là, ça crée un certain éco-anxiété. C'est un mot qu'on entend de plus en plus maintenant lorsqu'on parle de jeunes qui ont cette éco-anxiété, qui sont un peu, qui voient toutes ces statistiques et puis ne savent pas comment réagir, comment ils peuvent aller aider dans ces menaces, puis aider dans cette situation dans laquelle on se retrouve. Et donc, à peu près à ce moment-là, j'ai reçu l'invitation de venir parler. Je dis, peut-être c'est quelque chose que je peux faire, au moins, de commencer à parler un peu avec des personnes. Oui, c'est vrai, c'est peut-être déjà des personnes intéressées par la biodiversité, mais je pense qu'on doit parler des problèmes, mais aussi de parler des solutions, de ne pas laisser cette éco-anxiété nous oui, c'est ça. Oui, exactement. Parce que je pense que c'est facile d'être vraiment paralysé devant ces statistiques et puis ce problème qui semble énorme. Mais de plus qu'on en parle de pistes de solutions, qu'on se retrouve avec des personnes avec des expertises différentes, on peut aller trouver des façons d'un peu agir. Et puis, c'est un peu ça qui m'a interpellée. Je pense même que les psychologues n'aiment pas qu'on utilise le mot éco-anxiété parce que pour certains, ça peut être un moteur d'action. Ils aiment mieux qu'on parle d'éco-émotion. D'éco-émotion, oui. Parce que ça peut devenir une source de motivation aussi. Oui. Ingrid, j'entendais quand on vous a présenté, puis ça a sûrement piqué la curiosité des gens dans la salle, ethnographie dans le cadre des négociations. Vous avez un bagage en anthropologie aussi. Donc, quand on vous parle de biodiversité, vous, qu'est-ce qui vous préoccupe? Pourquoi vous êtes ici ce soir? Alors, je suis très contente d'être là et merci je suis contente d'échanger, d'avoir cette opportunité-là. J'ai une perspective, effectivement, en tant qu'anthropologue. Moi, je suis des sciences sociales, donc je n'étudie pas les plantes directement. J'ai une formation qui est une formation d'ingénieur agronome, donc j'ai fait de la biologie, etc. J'ai grandi en ville, dans des nouveaux quartiers où on avait quand même des têtards dans un champ à côté, là, mais bon, puis un peu à la campagne pour situer un petit peu, puisque tout le monde l'a un peu fait. Et je dirais que c'est par le biais des jardins, après de l'agronomie, mais en même temps, j'ai senti dans le parcours en agronomie qu'on nous emmenait. Moi, j'étais dans des choses d'agronomie tropicale en plus. Donc, je suis partie tout de suite assez loin faire des stages. Et on avait une vision, évidemment, sur les plantes qui étaient cultivées. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un ensemble de choses qu'on ne voyait pas.
Mon terrain principal depuis maintenant 25 ans, c'est le Pérou, les communautés andines. Et en fait, il y a toute une biodiversité qui est une agrobiodiversité, c'est-à-dire cette biodiversité qui est cultivée. Et il y a des enjeux extrêmement importants autour de ces questions, de ce qu'on cultive, de ce qu'on a le droit de cultiver, de ce qu'on n'a pas le droit de cultiver, avec des textes internationaux qui vont contraindre ce qu'on a le droit de cultiver ou pas, ce qu'on a le droit d'échanger, ce qu'on a le droit de vendre, etc. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Et donc, c'est par ce biais-là que je suis rentrée, pour essayer de rendre compte des enjeux qui se posaient à des gens à qui on pose en général pas la question, même pas au Pérou, dans les pays dans lesquels ils sont, alors que la biodiversité dont on parle, c'est une question de souveraineté alimentaire. C'est vraiment une question alimentaire, qu'il y a des politiques publiques qui manquent pour penser à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, pour penser la conservation de cette biodiversité-là. Et donc, c'est des perspectives qu'on n'entend pas, finalement, parce qu'on a un récit qui est un récit plutôt axé sur la biodiversité pas cultivée, en tout cas. Donc là, il y a un angle mort. Et puis dans une perspective souvent très scientifique ou très techno-scientifique. Et là, celle des gens qui sont ceux qui vont manger cette biodiversité, ces variétés de pommes de terre, dans le cas qui m'intéresse en particulier, on ne la voit pas reflétée. Et donc là, c'est un biais par lequel je pense que l'anthropologie, les sciences sociales ont véritablement quelque chose à apporter pour essayer de comprendre les rapports de force, les façons de concevoir la biodiversité, de saisir les enjeux alimentaires, sociaux, économiques autour de ces questions-là. D'avoir un regard donc plus large que l'entité biologique dont on parle. Donc, tout à fait. De voir dans quoi cadre cette préoccupation pour le vivant. Alors, merci beaucoup d'avoir eu la générosité de partager un peu de votre vécu avec nous pour camper qui vous êtes. Maintenant, on va plonger dans ce que sont les carrefours du savoir. On va faire un peu un survol de l'état des connaissances selon votre point de vue, votre expertise à vous. Puis là, on va commencer par aller faire un tour dans votre terrain de jeu. Vous nous avez préparé, donc on va faire un petit... vous allez voir les images apparaître, là. C'est Alexandre, tout d'abord, qui va vous donner un aperçu de, sur le terrain, là, les connaissances qu'il a, le contact qu'il a avec la biodiversité. Ça se passe comment? Ça se passe où, surtout? Pour faire quoi? Alexandre? Oui. Mais avant, j'avais une question pour le public. Oui. Je trouve que la crise de la biodiversité, elle est un peu occultée par la crise climatique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Donc, à main levée, vous connaissez tous, ceux qui connaissent le GIEC ou IPCC. Juste savoir. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui fait l'état des lieux, de la science des changements climatiques, l'adaptation. Donc, je regarde. OK, je dirais la question suivante étant... Et c'est la suite, dans le fond, au niveau de la biodiversité. Qui connaît l'IPBES? Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et services écosystémiques. Ouais. Beaucoup moins. J'apprends souvent cette question-là aussi dans mes cours. Même des étudiants qui viennent étudier en gestion de la biodiversité, souvent ne connaissent pas les BES au cours 1. Puis on passe à travers. C'est un peu notre état des lieux, en fait, à nous autres. Donc, je trouve ça vraiment important de réaliser ça. C'est qu'on vient dans un congrès, on s'intéresse à la biodiversité, puis des fois, on ne connaît même pas qu'il y a des états généraux qui sont faits pour dire où on s'en va avec ça. Je peux aller dans plusieurs directions. En fait, j'avais commencé avec une autre diapo, mais finalement, j'ai commencé avec l'IVN, c'est ça. Ce que je fais, dans le fond, d'abord et avant tout, il y a plusieurs grandes causes de déclin de la biodiversité. Il y en a combien? Il y en a 5 qui sont vraiment reconnus, en fait. 5, 6. Et dans l'ordre, le changement climatique arrive à la 3e place en importance. Fait que déjà, mais on voit qu'ils sont en synergie puis sont interreliés aussi. Il faut garder ça en tête. La principale cause du déclin de la biodiversité, c'est la perte et la dégradation des habitats. Donc, je n'apprends rien à personne. Je vous parlais du développement immobilier autour de chez nous qui m'a fait perdre une forêt de proximité. Fois 1000 au niveau du territoire, c'est ce qui se passe partout. Donc, on détruit tranquillement tout ce qu'on a autour de nous avec des certificats d'autorisation en environnement parce que la loi n'est pas en mesure d'évaluer l'effet cumulatif des permis. Fait qu'on évalue chaque situation isolément et finalement, ça crée une situation où globalement, on perd beaucoup. J'étais préoccupé par ça, moi, de mon côté, au niveau de cette perte-là. Donc, comment est-ce qu'on pouvait contrer ou retourner un peu cette situation-là de fragmentation des habitats par la connectivité écologique?
Faire des corridors, c'est ça pour que... C'est là qu'on s'en va. Ouais. Fait que l'idée, c'est j'étais motivé et habité par ce désir de faire l'éducation relative à l'environnement. J'avais une expérience au niveau des Amis de la montagne où je voyais que les enfants de Montréal qui n'avaient pas la chance de quitter pour voir des milieux naturels à l'extérieur avaient très peu de contact nature aussi. Comment est-ce qu'on pouvait, pour recréer ce contact nature-là, mais à proximité, puis tranquillement aussi changer de mentalité. Donc, on est arrivé avec un visuel comme celui-là, il y a 10 ans, en 2014, proposant un corridor écologique dans Côte-des-Neiges. Et on travaille encore dessus aujourd'hui. On entame la 11e année. On a des bons financements et un rayonnement assez génial, où est-ce qu'on a été à Détroit l'année passée, on était à Toronto il y a 2 ans, on était invité pour aller présenter nos résultats au Highline à New York, parce que notre approche elle est socio-écologique, justement pour faire des liens avec les approches variées. C'est qu'on ne peut pas uniquement s'intéresser à la question de faire migrer un renard à travers Côte-des-Neiges ou créer des habitats pour les oiseaux qui sont présents sur la montagne. Le but, c'est de désenclaver le Mont-Royal, qui est rendu une île verte au milieu de Montréal, entourée de bitume. Mais l'idée, c'est aussi que chaque projet, on est rendu à 22 aménagements différents sur notre axe, donc on n'a pas une ligne verte comme ça si bien réalisée. Pourquoi Darlington? C'est le nom de la rue. OK. Et le district. Puis j'allais chercher des sources pourquoi Darlington à l'origine, puis il n'y a pas vraiment une histoire super intéressante. On le rebaptisera un jour. Mais dans le fond, c'est que je vois souvent ça comme une réalisation pièce par pièce. Les gens ont des contacts avec leur milieu de vie et que je leur parle du corridor de manière générale, si c'est à 8 coins de rue, dans un secteur où ils ne vont pas, c'est pas leur épicerie, pas l'école, ça va peut-être moins les interpeller. Fait qu'on a divisé le territoire en pièces de casse-tête et chacune des pièces de casse-tête est réalisée, les aménagements, avec la communauté. Donc, on soulève les enjeux, on nomme les problématiques et ensemble, on fait la co-création des solutions. On a une bonne gamme de projets différents qu'on a réalisés, donc les gens peuvent puiser à travers des raisons de forêt, de prairies mellifères, tout simplement un jardin pour cultiver. Donc, créer différents liens nature avec le milieu. Ce qu'on crée, oui, c'est des habitats pour surtout la petite faune, les insectes, les oiseaux. Ce qui peut se déplacer en volant, c'est sûr que c'est plus pratique. Mais on crée aussi des relations entre la communauté puis leur écologie urbaine. Puis ça, c'est quelque chose qui est un lien avec la lien nature fort. aussi qui se perd parfois en ville. C'est ce qu'on perd. C'est pas dans les causes du déclin de la biodiversité. C'est pas nommé, en tout cas, de cette façon-là, mais l'affect, le sentiment qu'on a avec la nature, chacun de nous, on a parlé de ça. Pourquoi on a dit oui de venir aujourd'hui ce soir. Puis c'est un peu un élément fort. Si on prend plus le temps de se reconnecter, de vivre le milieu. Dans le cadre de mon cours avec mes étudiants, je les envoie faire des musées ou des expositions ou regarder des films, puis de prendre un temps pour avoir une perspective artistique, en fait, ou de contacts ils ont été animés par quelque chose de plus. Puis je pense qu'il faut recréer ces opportunités-là. L'opportunité qu'un jour, nos enfants, la prochaine génération, puissent attraper une grenouille. Juste ce petit moment-là, c'est le fun, je viens de nommer ça, puis tout le monde se rappelle une fois qu'on a attrapé une grenouille. J'espère que ça vous est arrivé. Il faut laver ses mains avant pour être sûr de ne pas avoir de DEET sur les mains ou d'autres produits, faire attention avec ça. Mais on souhaite recréer ou que l'opportunité existe pour les générations futures. Donc, des fois, c'est juste de le faire vivre dans l'esprit des gens. C'est ça, un des projets qui Oui, c'est ça. Je savais que je parlerais beaucoup dessus. Là, je pourrais en parler longtemps, là, évidemment. Changer de diapo. Un de vos terrains de jeu. Non. OK. Pouvez-vous m'aider en arrière pour changer la diapo à la suivante? Oui, parce que l'ordi ici a gelé. Il nous montre là, une belle image, mais... Machu Picchu. Oui, c'est plus... On est au Pérou, déjà. C'est plus ton terrain. C'est ça, c'est le terrain du jeu. Alors, je peux continuer de toute façon sans image. Là. On a la surexploitation des ressources, en fait, qui est la deuxième cause. Vraiment, on a créé un gros déséquilibre au niveau de notre chaîne alimentaire, par exemple. Je pense que tu pourrais vraiment en parler tantôt avec les autres qui disparaissent. Changement climatique, je l'ai dit, on modifie la température, les pluies, l'acidité de manière générale et les pollutions diffuses de toutes sortes. On pense à la pollution lumineuse aussi. Ah, j'y arrive. Ça, c'est juste à côté. Les pollutions lumineuses, par exemple, ou sonores, ou électromagnétiques, des choses qu'on voit un peu moins, qu'on est moins préoccupé, mais pourtant sont importantes dans le contexte urbain. Dans le contexte urbain, en fait, on a beaucoup de pollution lumineuse. Ça affecte évidemment le développement le cycle circadien, donc la capacité d'un animal à se reposer comme il faut la nuit, mais aussi ceux qui sont nocturnes, de vraiment s'orienter, trouver leur nourriture. Donc, on a plein d'autres sortes de pollution qu'on crée. Et le dernier, et non le moindre, c'est le moindre en importance selon les causes du déclin de la biodiversité ou de l'érosion de la biodiversité, c'est les espèces exotiques envahissantes. Puis j'aimerais ça que ce soir, ce soit un des éléments que vous repartiez dans votre petit sac à dos à la maison. C'est que ça représente à peu près 423 milliards de dollars par année en coût mondial, les espèces envahissantes. Fait qu'on a même un chiffre, on peut ceux qui ont besoin de dollars là, pour se motiver, là, ça nous coûte cher de ne rien faire, grosso modo. Fait que c'est terrible. Avec seulement 218 espèces, quand je me préparais, je regardais ça, on a fait disparaître 1200 espèces. Donc en contrôlant pas des espèces qui sont en déplacement grâce à notre activité humaine, de déplacement de marchandises, etc.,
on a fait disparaître 1200 autres espèces. Et ça, c'est seulement celles qui sont documentées, parce qu'il y a plein de biodiversité qu'on ne connaît pas également. Donc, cet élément-là, il est majeur. Et l'ensemble, c'est une phrase que j'aime beaucoup, je l'ai pris d'un juriste en environnement, c'est « ce n'est pas le problème de quelqu'un d'autre ». Parfois, ça peut sembler, OK, changement climatique, comment j'adresse ça aujourd'hui? Je ne peux pas fermer une usine, j'en ai pas. Exemple, tu sais, c'est difficile, mais c'est quand même un problème à tous, c'est notre maison, c'est là qu'on vit. Donc, c'est important, je pense, qu'on se trouve une façon de le faire. Et je me disais, espèces exotiques envahissantes, que ce soit végétales ou animales, en connaissez-vous, je n'ai pas besoin de lever la main, mais en connaissez-vous près de chez vous? Êtes-vous capable d'en identifier? Peut-être que ça pourrait être un élément, le fun à ramener avec vous ce soir, de reconnaître une espèce exotique envahissante à proximité, dans votre quartier, puis de voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour intervenir à votre échelle micro. C'est essentiel, je pense, qu'on adresse cet enjeu-là. Ou si vous ne le faites pas, parlez-en à quelqu'un. Des fois, vous allez en parler à quelqu'un qui va agir par la suite. Donc, c'est pour faire le tour à la fois de l'état des connaissances, présenter des projets. Donc, projet éphémère. Oui, projet éphémère. Ici, bien, ça, c'est une surface qui était à l'origine entièrement minéralisée. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu naître le campus 1000, là où on se trouve aujourd'hui. Mais à l'origine, c'est 40 hectares de surface lunaire, c'est comme ça que je l'appelais, quand je suis arrivé la première fois. Et c'était stérile, il n'y avait pas beaucoup de vie ici, quoi qu'il y avait une petite dépression avec des oiseaux qui profitaient des milieux humides quand même. Mais ça, c'est un bel exemple de socio-écologie, où est-ce qu'à partir du gravier, en récupérant en mode économie circulaire du copeau de frêne qui était abattu, je ne rentrer pas dans l'histoire du frêne, on a rebâti un sol, on a fourni à l'université l'accès à la communauté, donc on a une quinzaine d'organismes communautaires qui s'impliquent sur le site. Ce site-là fête ses 10 ans cet été. On a créé vraiment un petit écosystème humain et on fait nos inventaires maintenant sur le site. On voit les animaux qu'on ne voyait pas à l'origine. En tout cas, ils s'arrêtent. Peut-être qu'ils passaient à travers. Maintenant, ils peuvent s'arrêter. Bon, c'est sûr qu'au niveau des producteurs, le problème, les agriculteurs, c'est les marmottes. Ça s'arrête tout le temps. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas de problème de marmottes sur le site, dans un jardin. C'est encore... j'ai aucun contrôle sur les changements de slide. Ouais, ben, êtes-vous capable de le changer en arrière ou pas du tout? J'avais mis l'hippodrome parce que ça pouvait être une diapo d'ouverture, en fait, l'hippodrome. Ça, il s'est mis dans un autre site. C'est pas grave. L'hippodrome de Montréal, pour moi, c'est le nouveau terrain de jeu important. Puis j'aimerais ça que les gens se mobilisent autour de cet enjeu-là. C'est 43 hectares non développés. Ça fait longtemps que c'est en gestation, tout ça. Ce projet-là, ça fait... moi, je suis allé le visiter en 2012, un peu clandestinement. Je ne sais pas si je peux le dire ça au micro. Puis, pour me donner une idée un peu, c'était quoi, ce site-là? Puis c'est une des raisons pourquoi le corridor d'Arlington, on le fait aboutir à l'espace. Oui, ben, c'est juste une saisie d'écran que j'ai faite, en fait, du site pour voir. Regardez les parcs industriels, regardez alentour Homestead ou l'autoroute des Caries, là, qui est comme la cicatrice qui passe autour. Mais cet espace-là, c'est 43 hectares où on retrouve la couleuvre brune. C'est des espaces où on trouve 3 espèces de chauves-souris. On a un milieu humide sur le site. On a des insectes, en fait, en particulier, qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est merveilleux, ce site-là, en fait, puis on va le développer. Il y a une pression immobilière, il y a un besoin de logements sociaux, c'est évident, et j'essaie de jouer un rôle d'une certaine façon pour qu'on fasse, oui, du logement social, mais en misant sur une qualité de vie des gens qui vont habiter là. On ne va pas juste entasser des gens avec des loyers modiques, on va leur permettre d'avoir un accès nature. Donc, valoriser l'existant qui est là, puis trouver le meilleur équilibre. Ça, c'est un projet qui est en cours. C'est sûrement le dernier terrain de cette envergure-là à développer à Montréal. Il faut qu'on l'influence de façon à créer un espace de vie intégré dans un écosystème, en tout cas une nature en ville qui ferait partie de l'identité du lieu. Ça, c'est un élément que je voulais... Pas une autre zone d'air commercial comme on a fait tout près, là. Non, puis malheureusement, quand j'ai fait de la saisie d'écran, le seul élément qu'on voit, c'est Walmart. Là. Oui. Je ne savais pas comment l'enlever. Puis ça a une influence. Moi, je m'intéresse aux théories de l'acteur réseau, là, comment certains éléments ont des influences sur le développement. La présence de Walmart va avoir une grosse influence sur le développement ce secteur-là, parce qu'il y a des épiceries dans les Walmart, ça permet de développer des quartiers. Donc, ils ont un rôle à jouer aussi positivement ou négativement sur le lieu également. Mais on pourrait revenir sur la diapo puis rêver ensemble le futur de ce site-là à la suite. Je ne sais pas si je dépassais mon temps, là, mais il y a pas de problème. Des beaux projets. Sandra, donc votre terrain de jeu à vous, on l'a évoqué tantôt, au cas où on ait des soucis, c'est la station de biologie des Laurentides, je pense. C'est ce que vous vouliez nous montrer. Oui, si je peux avancer. Vous êtes peut-être en territoire un peu connu où il y a des gens ici qui connaissent cette station de recherche, qui la fréquentent. Oui, quand même. Oui, quand même. Hein? Quand même, qui est vraiment un petit bijou là, pour des chercheurs comme vous, je soupçonne, surtout avec c'est votre terrain de jeu. Oui, exactement. Et puis là... c'était pas ça. Ah non, c'est pas ça. Peut-être on peut passer un autre. Ouais. Voilà, exactement. Donc ça, c'est des photos de la station qui se situe à Saint-Hippolyte. Puis là, je vais avouer quelque chose.
Il faut que je fasse attention parce que j'ai mes parents, non seulement mes parents ici, mais la directrice de mon département qui est ici aussi. Donc, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Petit poisson dans l'eau. Hein? Oui, c'est ça. Mais je vais avouer que moi, j'ai une formation plus anthropique. Moi, j'ai fait mon doctorat en Australie sur les récifs coralliens sur la Grande Barrière de Corail. Donc, quand je suis arrivée à l'Université de Montréal, j'ai dit, ça va être difficile de continuer mes recherches en Australie. Il faut bien que je change. Et puis, c'était difficile pour moi de dire je vais me lancer dans les lacs d'eau douce au Québec où il ne fait pas tout à fait aussi chaud qu'en Australie. Là. Moi, j'aime bien plonger dans les eaux chaudes. Bon, bref. Alors, j'étais un peu réticente quand j'ai dit OK, ouais, je vais changer un petit peu mon axe de recherche. Mais j'ai tombé sur la station. Quand j'ai réalisé que l'Université de Montréal avait la station de biologie des Laurentides, j'ai vraiment tombé en amour. C'est un endroit paradisiaque, c'est vraiment super. On a des lacs, là, je peux peut-être avancer. Là, on voit des photos des étudiants qui sont à la recherche de poissons avec de la pêche à la Seine. On voit quelques exemples pris par une caméra, un drone des quelques lacs qu'on peut retrouver à la station. Si on avance, on va aussi voir d'autres photos je vais essayer encore une fois. Non, toujours pas. D'autres photos de ce site. Et puis, pour nous, c'est vraiment un terrain de jeu, mais vrai. Des étudiants, on peut amener des étudiants, ils peuvent rester sur place, on peut aller visiter plusieurs lacs, plusieurs espèces de poissons. Nous, on se concentre beaucoup sur le crapet-soleil. Oui, le crapet-soleil, c'est probablement une petite espèce. Si vous avez pêché quand vous étiez petit ou si vous pêchez encore. C'est lui qu'on voit, là? C'est oui, exactement. C'est en fait un petit dessin d'un crapet, en tout cas. Malgré le fait que leur station se trouve sur des aires qui sont semi-protégées, il y a pas en fait, normalement, il n'y a pas un accès par des personnes qui vont pêcher ou il n'y a pas de chalet, en fait, sur ces lacs, à part les bâtiments qui appartiennent à la station où on fait la recherche. Il n'y a personne qui peut vraiment accéder. Donc, c'est quand même des lacs qui sont assez pristines, sont assez intacts avec une bonne biodiversité. Ceci dit, on retrouve quand même des poissons comme le petit crapet qu'on voit ici, avec pas mal de avec des petits parasites qu'on peut retrouver partout. Donc, des petits points noirs. Si vous avez pêché, vous avez peut-être pêché des poissons avec des petits points noirs sur les nageoires. On trouve aussi des vers ronds, comme ça, des nématodes qu'on peut retrouver un petit peu dans les muscles. On a des vers plats, des ténéas qu'on peut trouver aussi dans les tractus intestinaux, aussi dans le foie de les poissons. Et puis, on peut se dire, bien, ça, c'est un poisson qui n'a pas l'air très bien. C'est un lac avec des poissons qui ont des parasites. Wesh, c'est pas en santé, ça. Puis c'est vrai que c'est pas nécessairement une bonne chose pour ce petit poisson, mais en fait, l'avoir beaucoup de parasites, c'est quand même un bon signe pour l'écosystème. Si on parle de biodiversité, le nombre d'espèces qu'on peut trouver, bien là, on a un poisson qui est hôte pour un ensemble d'espèces de petites parasites. C'est des espèces qu'on ne voit pas, des espèces qu'on a une tendance d'ignorer, mais des espèces qui sont hyper importantes pour la santé de l'écosystème au complet. Étonnant, parce qu'a priori, on se dit un parasite, on n'en veut pas. Oui. Et puis c'est ça, en tant qu'individu, on ne veut pas. Mais pour un écosystème, c'est quand même quelque chose qui est un indicateur de la santé d'un écosystème. Puis le nombre de fois que j'ai un peu cette question, « Ah, OK, tu travailles sur des parasites, mais comment est-ce qu'on va éliminer les parasites de mon lac? » Et là, c'est des fois délicat de dire, ben, on ne veut pas nécessairement éliminer ces parasites de ce lac parce que les parasites jouent un rôle super important sur la biodiversité, d'assurer qu'on a un équilibre qui s'installe entre les espèces qu'on retrouve dans ces sites-là. Et puis le fait d'avoir ces parasites, ça nous indique que non seulement on a des poissons, mais aussi, c'est tous ces parasites-là que j'ai indiqués, ils ont besoin de plusieurs espèces pour compléter leur cycle de vie. Ils ont besoin des oiseaux, ils ont besoin des escargots, des copépodes, ils ont besoin de plein d'espèces pour faire en sorte que les parasites peuvent se reproduire. Donc, le fait qu'on voit... là, on voit d'autres photos Désolée, c'est quelques photos un peu dégoûtantes, des fois, de poissons, de parasites, là, mais ça, c'est un individu qui ne va pas particulièrement bien, avec beaucoup de petits points noirs. Mais le fait qu'on voit tous ces parasites, c'est aussi un indicateur que il y a d'autres hôtes qui se trouvent dans le système. Donc, c'est vraiment un système en santé. Et qu'est-ce qui fait qu'on en trouve là? C'est parce que c'est pas exploité, que c'est préservé,
que ce n'est pas utilisé seulement à des fins de recherche? Bien, en fait, c'est ça qui est un peu compliqué avec les parasites spécifiquement, c'est que d'un autre sens, si on voit des poissons, tu sais, un poisson comme ça, un poisson qui est quand même en santé, c'est un poisson qui va probablement héberger des parasites à l'interne qu'on ne voit pas. Tu sais, il y a un petit côté mystérieux, inconnu qu'on ne voit pas. Un poisson qu'on voit comme ça, lui, il ne va pas très bien. C'est un poisson qui n'est pas très content. Et puis, donc, c'est un peu contre-intuitif. Des fois, quand on a des perturbations, quand on a l'érosion, quand on a beaucoup de nutriments, quand on a des perturbations de chaleur, aussi des vagues de chaleur, bien, ça peut faire en sorte qu'on déséquilibre notre système. Et là, on peut avoir des poissons et puis des systèmes qui ont une charge d'infection très, très élevée. Et ça nous indique aussi que là, ça ne va pas particulièrement bien. Donc, nous, on essaie un peu regarder un peu ce jeu entre les perturbations qu'on peut retrouver, qui sont en partie un cause de perte de biodiversité, comment ça interagit avec les parasites, puis comment est-ce qu'on peut tout mettre ça ensemble pour assurer qu'on a une protection non seulement de les hôtes, mais aussi des parasites qui sont essentiels. Donc, c'est complexe, mais je trouve ça... Moi, j'aime bien les parasites. Moi, je trouve ça vraiment fascinant. On a compris, pas oui. tout le monde qui partage mon amour là, pour ces des petites bêtes. Votre objet d'étude après les récifs, les parasites, puis ouais. une passion tout aussi soutenue. Et puis, oui, juste pour faire un petit retour sur le diapo, en fait, ce qui est génial de la station, c'est qu'on a plusieurs lacs. On peut accéder à plusieurs lacs. Et puis, on n'a pas les mêmes parasites dans tous les lacs. Et puis, on n'a pas la même charge parasitaire dans tous les lacs. Donc, on a des lacs comme ce petit lac ici, où il n'y a presque pas de parasites du tout. On a des lacs comme le lac Cromwell qu'on voit ici, où il y en a plein de parasites. Donc, ça nous permet, c'est un peu comme un mini-laboratoire. Ça nous permet de poser beaucoup de questions sur les différences dans la susceptibilité, à quel point est-ce qu'un poisson va devenir ou peut être infecté par un parasite, et puis un peu poser des questions sur, est-ce que on a des lacs, par exemple, qui subissent des températures extrêmes, est-ce qu'il y a des corrélations avec beaucoup plus de certains parasites versus des lacs où on a moins des perturbations. Donc, vraiment, c'est un laboratoire pour nous qui est magnifique et j'apprécie beaucoup la station. De faire de ces populations de parasites des sentinelles, finalement, de oui, l'état de santé de la biodiversité. Exactement, c'est ça. Ouais. Donc, toute cette biodiversité, bien sûr, il y a de la biodiversité qu'on voit, mais il y a beaucoup de biodiversité qu'on ne voit pas non plus. Puis c'est un monde fascinant. Ingrid, votre terrain de jeu, vous, il est plus loin et vous nous avez quand même rapporté quelques illustrations pour nous amener avec vous, nous faire comprendre un peu comment ça se passe pour vous. C'est ça. Alors, moi, mon terrain de jeu, il est là, donc dans les Andes, près de Cusco. Et moi, c'est les patates. Voilà. Et il y a un parc. Chacun son truc. Ouais. Moi, c'est les pommes de terre. En l'occurrence, c'est un cas qui est un cas emblématique, à savoir que les pommes de terre, c'est le 4e aliment en termes de production au niveau global. Donc, c'est un aliment essentiel pour beaucoup de monde. Si on réfléchit au plus proche, on en mange pas mal des pommes de terre ici, dans les Andes aussi. Et puis d'où ça vient ? Ça vient des Andes, les pommes de terre. Elles ont été domestiquées il y a à peu près 8000 ans dans la zone andine et elles ont été exportées ailleurs. Ça se traduit en termes, en termes quantitatifs, à savoir que j'imagine que on n'est pas forcément au courant quand on s'y intéresse, mais il y a à peu près 4000 variétés de pommes de terre qui sont des cultivars, c'est-à-dire pas des variétés qui ont été sélectionnées par des entreprises, etc. Non. Il y en a à peu près 4000 qui sont encore plus ou moins présentes dans la région andine, c'est-à-dire Pérou, Bolivie, Équateur, essentiellement. Pour à peu près 8000 variétés qui sont dans les grandes collections internationales. Cette biodiversité, elle est encore largement cultivée par les paysans des Andes, qui sont dans les communautés qu'on peut appeler éventuellement autochtones des Andes. Dans les familles, on peut avoir une 50aine de variétés qui vont être cultivées. Donc ça veut dire qu'effectivement, cette biodiversité, elle est utilisée. Cette biodiversité, elle est importante pour les gens des communautés. Effectivement, c'est un aliment dans certaines communautés, surtout celles qui sont situées à peu près 3800, 4000 mètres d'altitude, où on ne peut plus faire grand-chose à part cultiver des pommes de terre. Les pommes de terre natives, ces cultivars
sont cultivés à peu près à 4000 mètres d'altitude, 3800, 4000 mètres d'altitude, donc c'est un peu haut. Donc là, c'est pommes de terre, un peu d'autres types de tubercules et puis de l'élevage. Et dans ces conditions-là, en fait, la pomme de terre, ça va être un aliment essentiel qu'on va manger tous les jours et éventuellement matin, midi et soir. En tout cas, classiquement, c'est ça. Donc conserver cette biodiversité-là, ça a un enjeu. C'est un enjeu pour ces populations-là. Un enjeu parce que avoir suffisamment à manger et puis avoir des aliments qui sont appropriés parce que les gens les apprécient et les gens ont l'habitude de les manger. Après, il y a d'autres enjeux qui sont liés à la conservation de cette biodiversité-là. C'est aussi des enjeux parce que dans ces variétés, qui vont être soit ces cultivars, soit des variétés qui vont être des variétés sylvestres, on va avoir plein de gènes qui sont extrêmement intéressants pour mettre au point de nouvelles variétés. En ce moment, par exemple, dans les institutions internationales et le Centre international de la pomme de terre, on essaye de mettre au point des variétés qui sont résistantes au froid, qui sont résistantes à la sécheresse, qui vont être enrichies en calcium, qui vont... Donc divers types de caractéristiques qu'on veut obtenir dans des variétés qui vont être des variétés améliorées, qui vont permettre de lutter contre la faim. En ce moment, c'est l'Asie, c'est l'Afrique. Donc il y a des enjeux là et des enjeux d'adaptation au changement climatique. Des enjeux de propriété aussi, à qui appartiennent les variétés, l'intérêt commercial qu'on va en dériver aussi, les revenus. Et c'est là qu'on a tout un système juridique qui se met en place depuis l'international sur ces variétés qui va être très différent. On a deux grands modèles. Un modèle qui est issu du droit intellectuel, du droit industriel en fait, et qui va permettre à des grandes firmes, évidemment l'emblématique dont on parle toujours c'est Monsanto là, mais d'obtenir des droits de propriété intellectuelle sur des variétés qui ont été obtenues après la mise au point de certaines variétés. Ça c'est un type de droit, et pour tous les cultivars dont je vous parle là, en fait, c'est des biens communs de l'humanité. C'est-à-dire que c'est disponible gratuitement pour qui veut obtenir ces variétés-là pour mettre au point de nouvelles variétés. La FAO, l'Agence des Nations Unies qui s'occupe des questions alimentaires, a mis en place dans les années 70 un grand réseau de protection de la biodiversité, donc des banques de germoplasme pour les principales cultures comme la pomme de terre, le riz, le maïs, etc. Celui sur la pomme de terre, c'est le Centre international de la pomme de terre, le CIP, qui a une banque de germoplasme dans lesquelles on va avoir ces variétés et ces variétés natives. Et donc là, on a quelque chose qui est complètement différent. Et les personnes qui qui cultivent ces variétés, en fait, elles n'ont aucun droit sur ces variétés-là. Il n'y a pas de droit de propriété. Et elles existent encore parce qu'elles ont été cultivées par ces personnes. Exactement. Et elles sont conservées à la fois ce qu'on appelle ex situ, c'est-à-dire dans des laboratoires comme ceux de la Banque de germoplasme du Centre international de la pomme de terre, mais elles sont conservées in situ. Elles sont conservées par les paysans qui les cultivent. Dans le parc de la pomme de terre, c'est là où moi je fais du travail de terrain. Donc vous avez une carte de localisation où on voit Cusco et où se trouve le parc qui est à peu près à 25 km de Cusco. Et là vous avez une photographie du paysage depuis Pampalliarta Alta, qui est une communauté de Pisac, dans laquelle est implanté ce qu'on appelle le parc de la pomme de terre, qui est une association de communautés avec l'aide d'une communauté péruvienne. Elles sont là, ces pommes de terre-là. Dans le parc, il y a, dans les collections locales, 870 variétés, auxquelles ont été ajoutées 410 variétés qui proviennent de la banque de germoplasme du CIP. Elles sont là. Et pourtant, il y a très peu d'aide, que ce soit à l'échelle internationale ou à l'échelle nationale, pour aider à la conservation de ces variétés-là in situ. Alors, j'ai mis une autre série de photographies. Donc là, vous voyez, pour être plus en lien avec ce que je vous dis, là, vous avez un tas de pommes de terre qui sont des pommes de terre, toutes des pommes de terre natives, des cultivars en fait. Et vous voyez les différentes formes, les différentes couleurs. Si vous êtes intéressé, vous pourrez aller regarder. Là, c'est absolument incroyable. On a depuis des blancs, enfin jaunes très très pâles, des jaunes flashy, du rose fuchsia, du violet, etc. Et sur la gauche, là, j'ai mis une photographie qui est donc de Don Juan et Doña Ventura, qui sont de la communauté de Pampalliarta Alta, qui m'ont reçu. Et là,
on était allé trier les pommes de terre pour les semences pour l'année suivante. Et donc voilà, vous avez une image là avec des gens qui effectivement vivent de la pomme de terre et cultivent ces pommes de terre-là. L'enjeu, c'est une baisse au niveau mondial extrêmement importante de la biodiversité cultivée. En 50 ans, on parle quand même de 85%. Et ça, c'est en grande partie le fait de la structuration du marché, de la révolution verte, de la volonté d'avoir des variétés, une seule variété qu'on va utiliser, etc. Et donc, voilà, c'est là-dessus que je travaille, sur essayer de montrer l'importance de ces personnes-là, en fait, et de ce qu'ils font. Alors, je peux-tu embarquer là-dedans? On a eu un aperçu des problèmes. Oui, Alexandre, parce que j'aimerais qu'on passe en mode solution aussi. Juste une façon d'illustrer, en fait, des éléments que j'amenais sur l'érosion de la biodiversité. Puis, on a combien de variétés, je sais pas si de variétés de patates dans le monde? Est-ce que tu sais à peu près? 8000. Puis nous, on est exposé à combien de choix de patates à l'épicerie en moyenne? Ici? 4? Ça dépend on en a un petit là, peu plus. Là, on peut en avoir jusqu'à une dizaine, je dirais, mais ça dépasse rarement plus. La Banque de germoplasme du Canada, elle en a 182 des pommes de terre. Il n'y en a pas beaucoup. Pour dire, je trouvais que ça représentait bien un des enjeux qui est l'homogénéisation. Puis pour moi, c'est le mot antithèse à la biodiversité. Puis ça, comme on essaie d'avoir des petits messages, qu'est-ce qu'on peut faire chez nous à notre façon. Là. Les patates. C'est une façon de s'intéresser à d'autres choses, peut-être, dans le sens qu'on va à l'épicerie, on a juste ces variétés-là, mais si vous avez des fermiers de famille ou d'autres personnes autour de vous qui s'intéressent justement à cette aventure-là de la variété, ils supportent eux autres à leur façon des génétiques différentes. Donc, un autre défi que je vous lance, là, puis je voulais profiter de l'occasion, essayez donc de trouver des nouvelles variétés de patates. Puis Il y a des semenciers ancestraux qui essayent de les remettre en circulation là, pour les particuliers qui sont intéressés à aller trouver des variétés qui étaient ici autrefois puis qui sont en train de disparaître, qui font un travail vraiment de cueillette. Là. Ils sont assez faciles à trouver. Alors, merci beaucoup, tous les trois, d'avoir partagé votre puits de connaissances. Maintenant, on a eu un aperçu des causes, un aperçu des impacts. On pourrait parler durant des heures. On ne peut pas faire une description exhaustive de l'état des connaissances, mais j'aimerais qu'on arrive dans le nœud de l'affaire, qu'on voit un peu quelle est la place des communautés locales, quelle est la place des peuples autochtones dans les politiques, quand on parle de politique de conservation. Puis quand on parle de politique de conservation, est-ce que ce sont là les solutions? Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment on peut entrer en mode solution pour essayer d'avoir un impact positif sur la biodiversité? J'ouvre la discussion. Qui veut plonger? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent évidentes à la lumière de vos connaissances puis qu'on ne fait pas puis qu'on pourrait faire mais tellement facilement si on voulait? Il n'y a rien qui se fait tellement facilement, malheureusement. Ça tout demande un peu d'effort. Mais en fait, un point que j'aimerais juste mettre de l'avance aussi, c'est pour conserver la biodiversité, peu importe où et peu importe par qui, il faut connaître c'est quoi la biodiversité dans un lieu. Puis c'est souvent ça qui manque. On a beaucoup de connaissances, mais on en manque aussi beaucoup. Là, j'ai parlé de petites parasites, le fait qu'on a des poissons, on peut... Ça s'applique à pas juste des poissons, là, mais on a des animaux, des plantes, peu importe, qui sont là, qui ont des parasites, qui ont des organismes qui vivent à l'intérieur de eux, mais c'est très rarement pris en considération dans les inventaires de biodiversité. On ne peut pas conserver des espèces si on ne sait pas qu'ils sont présents. Et donc, justement, en termes de solutions, là, on parlait, mais je pense que toi, tu peux, Alexandre, parler plus des BioBlitz, mais il y a vraiment des initiatives d'y aller échantillonner la biodiversité, d'essayer de faire un inventaire de biodiversité. Je ne pense pas qu'ils prennent trop en compte. Vous appelez ça des BioBlitz? Les BioBlitz, oui, exactement, où on va amener Et les gens peuvent participer? Oui, c'est ça, c'est ouvert justement à la grande public. En fait, c'est organisé souvent par des organismes ou dans des lieux spécifiques, à des moments spécifiques, où on va amener des personnes pour justement échantillonner. Comme le dénombrement des oiseaux qu'on va faire bientôt, par exemple? Oui, c'est ça. Après, il y a certaines espèces, comme les oiseaux, où justement, il y a tellement un passion, il y a tellement un peuple qui aime faire regarder les oiseaux de façon récréative. Les ornithologues, oui. Oui, exactement. Mais il y a des mal-aimés là-dedans qui auraient peut-être besoin d'un BioBlitz pour eux. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est en fait des événements qui sont organisés autour de cette idée-là. Évidemment, ce qui nous limite souvent dans nos connaissances, c'est juste le nombre de personnes
de faire des échantillonnages. Puis là, on essaie de plus en plus de faire rentrer les personnes du grand public, comme vous, de participer à comprendre, en fait, d'apprendre sur les espèces locales, puis justement échantillonner, de prendre ça en note pour qu'on ait un peu de base de données et puis qui nous permettent de faire des suivis d'une année à une autre aussi. J'aimerais ça embarquer là-dedans parce que dans le fond, j'ai généralisé une vingtaine de bioblitz jusqu'à maintenant. J'en distingue 3 catégories. Là. On a les bioblitz éducatifs, là, principalement où est-ce qu'on est dans un milieu qui a un intérêt, puis on fait juste vulgariser en fait aux passants, les gens qui sont là pour leur faire apprécier en fait qu'est-ce qui les entoure. Il y a les bioblitz communautaires, celui que tu décrivais davantage, où est-ce qu'on s'assure d'avoir une interface entre des spécialistes de certaines disciplines, chauves-souris, plantes, avec oiseaux nocturnes par exemple, qui sont présents, et à l'interface avec la communauté. Donc, ça se fait comme un espèce d'événement culturel où on invite les gens à venir avec des horaires bien précis. Et là, c'est créer ce contact-là, cette opportunité-là de voir finalement un oiseau de proie en direct avec un spécialiste qui explique qu'est-ce qu'il est en train de faire comme comportement. Ça, c'est le bioblitz communautaire. Et il y a les bioblitz scientifiques qui sont souvent organisés aussi, là, je ne sais pas si c'est si souvent que ça, mais à la station de biologie de Laurentides, où est-ce que là, c'est vraiment, on teste des protocoles de fond en comble là, pour vraiment aller plus loin. Je trouve que la formule communautaire est idéale pour un lieu qu'on connaît peu. Si vous pensez à un parc, une friche, les friches, c'est vraiment intéressant, là, près de chez vous, pour y intéresser votre communauté, vos élus même à financer des interventions comme celle-là de BioBlitz. Là, ça ne demande pas beaucoup d'organisation, ça n'a pas de valeur d'inventaire réellement, mais des fois, on trouve des perles. C'est ça qui est intéressant. On trouve une espèce emblématique, ça devient un peu la mascotte du lieu, ça donne un âme, un espace, ça donne un intérêt aux gens d'aller vers ce lieu-là. Le BioBlitz peut nous permettre de découvrir des choses merveilleuses à proximité. Mais merci d'en parler, c'est une très bonne idée. Dans les solutions, je suis curieuse de voir aussi, puis Ingrid, je me tourne peut-être un peu plus vers vous, on pense aux traités internationaux, à la piste des politiques officielles, réglementaires, tout ça. Concrètement, est-ce que c'est quelque chose de viable? Est-ce que ça donne des résultats? On a l'impression qu'il y a des grands rassemblements où les gens vont, la communauté planétaire converge là, puis après, ben pouf, on l'a vu un peu à Montréal il y a quelques années. Est-ce que, quand il y a eu la convention sur la diversité biologique là, en décembre, est-ce que ça donne des résultats de votre point de vue? Ben, oui et non. C'est-à-dire que c'est tellement lourd comme mode de fonctionnement, les conventions internationales et la convention sur la diversité biologique en particulier. Il faut que tous les pays se mettent d'accord. 195 pays qui doivent se mettre d'accord et il n'y a pas de droit de veto. Il faut que tout doit être négocié à la virgule près. Donc c'est hyper compliqué. On imagine si on devait négocier à 195 personnes un texte. Enfin, c'est infernal. Donc, c'est compliqué. À la fois, il y a des choses qui avancent. Il y a, par exemple... Bon, évidemment, moi, je m'intéresse donc plus particulièrement à la question de l'agrobiodiversité et des peuples autochtones et de la biodiversité pour les peuples autochtones. Et là, il y a quand même des mécanismes qui sont des mécanismes intéressants qui ont été mis en place pour leur représentation. Et avec l'IPBES, par exemple, dont la plateforme sur la biodiversité. La plateforme sur la biodiversité, qui est donc l'équivalent du GIEC pour la Convention sur la diversité biologique. Ben là, on a des gens qui montrent que, par exemple, les territoires qui sont les territoires des peuples autochtones, c'est là qu'il y a une conservation extrêmement importante. Donc, ça donne un levier pour dire, nous, on sait le faire, seulement laissez-nous le faire. Et donc là, ça embarque sur une autre logique. C'est là où moi, je m'intéresse à la question bioculturelle, dans laquelle l'idée, c'est de dire que ce n'est pas juste de la biodiversité. C'est de la biodiversité qui est conservée parce qu'elle est articulée à des pratiques culturelles, parce qu'elle est articulée à des pratiques humaines, agricoles ou autres, qui font en sorte qu'elle est conservée. Et donc, si vous voulez qu'on continue à faire ça, donnez-nous un accès sécurisé au territoire, par exemple. Donc là, ça donne des leviers, mais on embarque sur des logiques qui sont au-delà, qui dépassent la question de la biodiversité. Mais le fait qu'il existe une arène comme celle-ci, ça permet de mettre en lumière ces acteurs-là et donc de montrer qu'il y a un certain nombre de solutions qui sont en tout cas utilisées par un certain nombre de personnes, et notamment les communautés locales et les peuples autochtones, et qu'il faudrait peut-être faire un peu plus attention à ce qu'ils font et leur donner les moyens de pouvoir le faire. Et donc là-dedans, il y a tout un enjeu
de visibilisation en fait aussi des différents acteurs et des enjeux. C'est de montrer qu'effectivement, bah oui, on peut avoir un modèle agricole où on a des fermes qui font 200, 500 hectares avec des gros tracteurs, avec de la monoculture, etc. Ok, d'accord, mais finalement, on a un certain nombre de problèmes. On a un appauvrissement des sols, de la biodiversité en général. D'un point de vue alimentaire, c'est pareil, c'est pas extrêmement bon. Donc, il y a ici des exemples et des contre-exemples à montrer, à mettre en lumière, à montrer aussi que finalement, parce que 70% de notre alimentation, c'est pas de la monoculture, hein, c'est de l'agriculture familiale et qui n'est pas reconnue. Donc là, il y a tout un enjeu de se donner les moyens de développer d'autres alternatives et c'est possible. Encore faut-il s'en donner les moyens. Je veux dire, une des difficultés ici au Québec, et tout à l'heure en parlant de la question des fermiers et fermières de famille, par exemple, c'est qu'il y a très peu d'aide. Ouais, ils n'ont pas d'aide du tout. Je veux dire, donc effectivement, ça reste extrêmement limité. Une volonté politique permettrait de développer ça et faire en sorte que effectivement, on puisse avoir accès à plus de variétés, de ne pas être juste pour les patates, mon obsession, blanc, rouge et jaune. Enfin, je veux dire quand même, blanc, rouge et jaune, quoi. 3, on ne sait même pas comment elles s'appellent. C'est fou. Alors qu'effectivement, quand on va, par exemple, chez les fermiers et fermières de famille, moi, ils ont ouvert une boutique là, dans Rosemont. Ils en ont déjà plus, quoi. Donc on peut faire plus, il y a d'autres possibilités. S'il y avait de la demande, eh ben, on pourrait avoir autre chose que ces fameuses 3. Ça me paraît très emblématique de cet appauvrissement et de la façon dont on a un système agro-industriel et une organisation finalement de la vente des aliments qui appauvrit. On part de 8000 variétés et on a rouge, blanc et jaune dans notre magasin. Quand même. Moi, j'aurais des questions pour encore des heures, mais ça sera bientôt votre tour de poser des questions, donc je vous invite à vous déplacer vers les micros. Mais en attendant que les gens se dégèlent un peu, vous avez quelque chose à ajouter, Alexandre? Ah non, j'ai trouvé ça intéressant, juste pour rebondir sur les 3 variétés de pommes de terre et la demande, et à quel point la demande peut... Ben, en fait, pour créer la demande, ça prend aussi des connaissances. Je pense que, je ne sais pas combien de personnes ici, si on demande à n'importe qui qu'on croise sur la rue combien de variétés de pommes de terre il y en a, peut-être ils ne savent même pas qu'il existe plus que 3 variétés. Et donc, justement, c'est des connaissances au départ, justement, qu'on a besoin pour créer un peu cette demande, pour créer un peu cet intérêt et puis de faire cette sensibilisation. Donc, il y a vraiment une importance sur l'éducation, puis le fait de parler, le fait d'en discuter qui va faire un peu ce changement-là. C'était juste le petit point. Je suis curieuse de voir, est-ce que vous avez chacun 1, 2 ou 3 initiatives qui vous inspirent, dont on devrait s'inspirer, qui pourraient devenir des modèles, des choses qui ont peut-être l'air en apparence banales, mais vous dites, hey, ça, c'est une bonne idée. C'est une solution qui ne réglera pas tout, mais ça peut quand même avoir son rôle à jouer. Ouais. Qui veut plonger, Alexandre? Signaux faibles, peut-être quelque chose qu'on ne voit pas trop en ce moment dans le rétroviseur, mais qui pourrait avoir de l'importance. J'aime bien l'OIDN, c'est l'Observatoire international des droits de la nature. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici, mais en fait, eux autres, ils donnent des statuts moraux à des entités naturelles. Vous avez peut-être entendu parler de la rivière McPee, qui est maintenant une personne morale. Il y a une démarche en ce moment au Québec aussi pour donner un statut moral au fleuve Saint-Laurent. Puis, tranquillement, ça vient donner des droits à des espaces naturels. Je questionnais encore une fois un avocat spécialisé sur la question qui disait à tout moment, c'est difficile de faire cette défense-là en tant que telle, mais ça nous donne quand même des munitions de plus pour défendre les écosystèmes. Même devant les intérêts économiques? Ça devient des enjeux publics rapidement. À partir du moment où ça devient un enjeu peut-être ciblé, puis que ça se transfère dans l'opinion publique, puis ça rentre dans les médias, ça peut vraiment transformer en fait l'importance que les gens vont accorder à ces espaces-là. Fait que ça se joue comme sur le front légal et un front aussi... Visibilité. Exactement. Ouais. Fait que c'est quelque chose qui est intéressant. Je pense qu'on en fait très peu en ce moment à ce niveau-là, puis on pourrait vraiment voir ça émerger dans les prochaines années. Belle inspiration. Ingrid? Si je peux rebondir, c'est vraiment des questions qui sont en train d'être développées beaucoup et qui sont
discuté, pas directement comme ça, mais sur la Convention sur la diversité biologique et dans un certain nombre de pays andins en particulier, puis également en Colombie en ce moment. C'est toutes les questions du droit de la nature et de se détacher finalement d'une conception qu'on va avoir où on se dit que la nature elle est extérieure à nous. Et là, on a des cadres juridiques différents qui se mettent en place et qui sont souvent appuyés sur des idées. Alors, il y a différentes terminologies. Je ne vais peut-être pas vous abrutir avec une terminologie anthropologique compliquée, mais disons, cette vision du monde, en tout cas, le fait qu'on peut voir la nature autrement. On peut penser sa place au sein de l'environnement, des éléments humains puis non humains qui nous entourent de façon tout à fait différente. Et là, l'exemple du parc de la pomme de terre sur lequel je travaille, c'est des choses sur lesquelles ils mettent l'accent, en faisant non seulement des projets de recherche et de recherche participative, mais aussi des documentaires, etc. Et c'est puissant ce qui se passe, en fait. Et je pense que c'est effectivement extrêmement important d'essayer de se replacer en tant qu'humain à l'intérieur et de se rendre compte qu'on a des relations qui sont... On a intérêt à penser la relation avec les plantes, avec les poissons, avec leurs hôtes désirables ou indésirables, avec les plantes... qu'elles soient étrangères ou qu'elles soient indigènes, en semant des acélpiades pour... enfin, je veux dire, toutes ces campagnes-là là, qui vont dans ce sens-là, ça me semble important. Sandra, quelque chose à ajouter ou je me tourne tout de suite vers la... Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais je vais juste amener juste un petit détail qu'on n'a pas encore discuté, et puis peut-être on peut discuter après avec vous, mais c'est comment la technologie rentre dans toute cette équation-là, comment on peut prendre la technologie qui est développée peut-être des fois pour d'autres outils, mais qu'on ramène ça pour nous aider dans notre quête de trouver des solutions. Bien, on parlait de l'IA tout à l'heure, l'intelligence artificielle. Il y a justement des programmes maintenant qui essaient de développer des techniques pour aider dans les recensements de la biodiversité, qui va augmenter notre capacité d'échantillonner des habitats. Avec des drones aussi. Avec des drones aussi, justement. Il y a vraiment des programmes fantastiques qui utilisent des drones, qui utilisent dans le milieu aquatique des robots sous-marins pour caractériser l'habitat, pour caractériser aussi les espèces qui vivent dans ces habitats-là. Donc, je pense qu'il y a vraiment un rôle de la technologie et puis, en fait, des collaborations entre des personnes qui travaillent plus dans les milieux de génie, des milieux différents, des milieux de sciences de l'informatique aussi, pour essayer de créer des solutions avec des approches un peu, des fois, différentes de ce qu'on a comme approche traditionnelle. Après. Bien, je vous remercie infiniment, tous les trois. Merci à vous dans la salle pour vos questions. Puis, des pistes de solutions un petit peu. Hein? Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne soirée. Puis, il y aura d'autres carrefours du savoir là, où on aura la chance d'entendre encore des experts échanger. Merci. Bonne soirée. Merci.